Utopique. UTO. Salut à tous les amis, c'est Mr Fox. Le temps des fêtes est là et avec le temps des fêtes arrive le t-shirt et le fond bleu. Bon, on a changé de canapé, mais ça ne change rien. On est quand même là pour parler cinéma. Alors, quid d'Avatar 2, quid de Batman, quid du film Visiteur du futur? Est-ce que je vais enfin arrêter de dire du mal du MCU cette année? Bienvenue dans le Top Cinéma 2022. Et avant de continuer, je tiens à dire que cette vidéo est sponsorisée. Connerie? Ouais, ça a l'air de marcher. Ouais. Ah, il fait même la mise au point. Ah, putain, merde. Ah, un tout petit poil trop. Là, c'est trop. Non, en fait, c'est l'inverse qu'il faut que je fasse. Il faut que je m'avance et que je dézoome. Ah, voilà, mieux. Bon, je crois qu'on est bon. 1, 2, 1, 2, test pour la parole, pour parler. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on n'entend pas trop la louche? Ok. Bon. Ben, je crois qu'on va pouvoir y aller. Bonjour à tous, c'est Renarchitos et bienvenue pour le Top Cinéma 2057. Alors si tout va bien, la vidéo devrait être automatiquement mise en ligne sur l'ancienne chaîne de mon père. Donc si vous êtes encore abonné par miracle, vous devez recevoir une notification ou une cloche, je sais pas trop comment ça marche. Je dis normalement parce que le système d'envoyer une cassette à YouTube par la poste, ça marche une fois sur deux. Hein. Surtout quand on voit l'état de la poste. Hein. De quoi? Oui, bah c'est pas moi qui ai décidé de couper internet en milieu rural. Hein. C'est pas rentable, qu'est-ce que tu veux que je... Alors cette année, j'ai eu le bonheur de voir 70 films, majoritairement des films de plateforme évidemment, mais j'ai tenu quand même, j'ai mis un point d'honneur à aller voir les 19 films qui sont sortis en salle cette année. Je veux dire, on est un des derniers états d'Europe à encore avoir des salles de cinéma en France, donc je me dis que la moindre des choses, c'est de les honorer et de voir encore des films en salle. Alors bon, c'est vrai, c'est des frais, hein, il faut y aller, il faut payer la place et tout. On en parlera un petit peu pendant le top, mais je pense que encore aujourd'hui en 2057, ça vaut encore le coup. Mais bref, du coup, j'ai vu 70 films et je vous ai concocté un petit top 10 et un flop 3. Donc on va faire comme c'est de coutume, je crois, sur la plateforme. On fait 10 à 4, puis les 3 flops, puis top 3, top 2, top 1. Voilà, et maintenant, sans plus de cérémonie, parlons directement du numéro 10 de ce top. Podium de Eva Naomi. Alors Podium, ça raconte l'histoire d'un mec qui est sosie. Son boulot, c'est d'être sosie, de ressembler à quelqu'un. Donc en l'occurrence, lui, il ressemble à Jules. Et donc forcément, il fait un petit peu des foires à la saucisse, des petits concerts de bienfaisance pour les nostalgiques de l'époque, etc. Et puis un jour, bon bah voilà, il se range, il trouve une femme, il a une famille, voilà. Il vit sa belle vie. Et puis du coup, ben, il oublie un petit peu cette histoire de sosie. Jusqu'au jour où un de ses potes vient le chercher en lui disant hey, il y a un dernier concours, ce serait ton baroud d'honneur, il faut que tu y ailles, il y a un mec, il y a un autre sosie de Jules qui veut prendre ta place, il faut que tu lui prouves que t'es meilleur, etc. Bon bref. Pour être honnête, c'est très très con, hein, donc faut réussir à abandonner une partie de ses a priori sur ce genre-là et y aller vraiment avec toute la bienveillance du monde. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait cet effort, et ben on passe vraiment un bon moment. Il y a énormément de bons gags. Puis surtout, il y a un acteur principal, Maxime Crévin, qui crève l'écran, sans mauvais jeu de mots. Non, sans déconner, il est vraiment très drôle. Il y a des scènes, on sent complètement qu'elles ont été improvisées. Et puis mine de rien, il y a un truc assez cool dans le film, c'est que Maxime Crévin chante lui-même toutes les chansons. Donc vraiment un bon moment. Je précise quand même que j'ai pas vu l'original, dont ce film est un remake. Je sais pas ce que ça vaut, pour être honnête, il est dispo nulle part, donc je sais pas s'il va y avoir énormément de gens, peut-être des Wayards et des Humeurs qui l'auront vu. Mais après, vous avez pas besoin d'avoir vu le film d'origine pour passer un bon moment devant ce podium, donc et je pense que vraiment, encore une fois, il y a ce côté, mettre de côté ses a priori, mais je pense que vous passerez un bon moment. Numéro 9 de ce top, ArcelorMittal Alchimiste de Victor Niverne et Maxime O'Haraud. Le film de youtubeur de l'année, hein, il y en a un chaque année, financé par les fans, avec un côté un petit peu fan film, un petit peu concon, un petit peu bande de potes. Généralement, ça a un petit peu tendance à me saouler.
mais celui-là est pas mal. Déjà, Victor et Maxime, bon, ce sont des réalisateurs confirmés, hein, on a déjà vu d'autres de leurs prods, et notamment des prods animés, ils font vraiment du très bon boulot. Mais là, il y a vraiment un sens de la parodie qui fait parodie de potes, mais ça marche quand même. C'est bizarre à dire, mais voilà, ça marche bien. Donc ArcelorMittal Alchemist, vous vous en doutez vu le titre, c'est une parodie de Fullmetal Alchemist, qui est un manga des années 20-10, je crois. Donc ça raconte l'histoire de Edward et Alphonse Elrich, qui sont deux alchimistes d'État. Donc l'alchimie, c'est une sorte de magie de ce monde-là, qui permet de transformer des choses en d'autres choses. Mais il y a deux règles qui s'appliquent dans cette magie-là, dans l'alchimie. D'abord, il y a l'échange équivalent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas transformer en quelque chose de plus grand ou plus petit. Il faut que ce soit les mêmes matériaux, de même valeur, etc. machin. Et la deuxième règle, qui n'était pas évidemment dans le manga de base, c'est la théorie du ruissellement. Donc c'est une règle d'alchimie qui dit que tu dois mettre ton alchimie plutôt au service des puissants, et automatiquement ça va rejaillir sur les pauvres gens. Et donc les frères Elrich, au début du film, ils arrivent dans une petite ville, la ville de Levallois-Guéret, et donc ils tombent sur un espèce de grand prêtre qui récupère l'argent un petit peu de tous les contribuables et le redistribue équitablement. Donc voilà, les frères Elrich, ils sont venus un petit peu voir comment ça se passait dans ce village, et puis ils se rendent compte, je spoile pas parce que franchement c'est le début du film, hein, que en fait ce grand prêtre, eh ben, il garde tout l'argent pour lui, c'est-à-dire ils vont le voir dans sa demeure et ils se rendent compte qu'il y a plein de jardins avec de l'herbe bien verte alors qu'on est évidemment en pleine sécheresse. Encore une fois, c'est l'intro du film, donc je vous spoile pas. Ils se rendent compte qu'il y a une embrouille, ils défont le prêtre, etc. Qui se fait rattraper par la foule en colère, etc. Machin, il y a un lynchage public, etc. Et du coup, ils commencent à se dire que peut-être la théorie du ruissellement, eh ben, peut-être c'est des conneries, et peut-être qu'il faudrait commencer à la remettre en question, et c'est le début de leur voyage initiatique. Donc voilà, évidemment, il y a tout le côté parodique, hein, les frères Elrich, le Levallois-Guéret, il y a un animateur d'une radio citoyenne, un petit peu engagé, et ça s'appelle 10 foules en colère. Donc c'est plutôt rigolo. Donc moi j'ai passé un bon moment. Encore une fois, bon, j'ai pas les moyens de lire le manga d'époque, hein, mais même sans ça, eh ben, on passe un bon moment, et c'est réalisé de manière suffisamment sérieuse pour que ce côté film de potes transparaissent pas trop à l'écran, quoi. Après voilà, il y a toutes les stars de l'époque, quelques stars aussi d'aujourd'hui, il y a un petit mélange des genres et tout, c'est plutôt chouette. Je vous laisse la surprise des caméos, hein, vous les verrez vous-même. Mais voilà, c'est assez cool. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment. Et c'est pas si régulier que ça. Le numéro 8 de ce top, c'est Demain à nouveau, un film brésilien de Nathanael Alves. Je m'attendais vraiment pas à mettre ce film-là dans le top, parce que c'est vraiment le genre de film que je déteste. Je m'attendais vraiment pas à mettre un film comme Demain à nouveau dans mon top, parce que habituellement je déteste ce genre de film. Parce que bon, les films utopiques, ça va, on commence à comprendre, Disney en sort tous les mois, comme il sortait des films de super-héros il y a 30 ans. Hein. Et en vrai, je trouve ça très malsain. Je trouve ça hyper malsain de nous montrer des mondes incroyables, des mondes fabuleux, des mondes où tout va bien, dans lesquels on pourrait être en train de vivre actuellement si on n'avait pas fait n'importe quoi il y a quelques années. Donc voilà, forcément, c'est un monde où tout va bien, où les gens ont compris qu'on n'avait pas besoin de travailler pour vivre, où la plupart des tâches pénibles sont automatisées et où le reste est exécuté donc de manière décente, avec des horaires de travail convenables, respectables, un code du travail, les gens sont gentils et bienveillants, tout le monde est devenu végétarien, donc les émissions de CO2 ont été énormément réduites, on a de l'énergie à profusion avec les hydroliennes, enfin bref. Voilà, un monde formidable dans lequel, encore une fois, on pourrait être en train de vivre. C'est ça qui est rageant avec ce genre de film, et c'est ça qui fait que, généralement, je déteste ce genre de film. Mais bon, celui-là était un petit peu mieux, déjà parce qu'il y a un scénario. C'est con à dire, mais d'habitude, les films utopiques, eh ben, ils se contentent de montrer le monde dans lequel on vit, en mode, voilà... pornographie visuelle, en mode oh, regardez comme c'est beau, regardez comme c'est chouette, regardez comme on y vit bien et tout, et généralement l'histoire est très secondaire. Mais bon, là celui-ci, il y a une histoire un petit peu plus intéressante. Alors bon, c'est une histoire, c'est une love story un petit peu classique. En gros, ça raconte l'histoire d'un mec qui veut relancer les NFT en 2057, hein, au risque donc de réchauffer les océans et de voilà recréer
les problèmes qu'on a eu il y a 10 ans, quoi. Et fort heureusement, il va rencontrer une activiste qui va lui ouvrir les yeux, et puis ils vont tomber amoureux, ils vont s'aimer, voilà. Bon, c'est une histoire bête, mais au moins, il y a une histoire, quoi. Et mine de rien, c'est suffisamment audacieux pour que j'ai envie de tirer un peu le projet et de dire, on n'est pas obligé... Quand on regarde un film utopique, on n'est pas obligé de se contenter de regarder bêtement la bouche en cœur en mode oh regardez comme c'est beau. On peut aussi raconter quelque chose dans ces univers-là. Et ça, il y a pas mal de studios qui ont tendance à l'oublier. Enfin, je dis pas mal de studios, il y en a un en l'occurrence, c'est Disney, quoi. Le numéro 7 de ce top, c'est Destructed de Michael Bay. Et oui, Michael Bay est toujours là, pour notre plus grand plaisir. Alors Destructed, vous en avez sans doute entendu parler parce qu'il s'est pas mal fait remarquer. Donc c'est un biopic sur la vie de John Milford. Donc ça commence en 2025, à l'époque où il est encore destructeur de bâtiments à Las Vegas. Avec la crise des années 2020, tous les casinos ferment. Lui, il est ravi parce que ça lui fait plein de bâtiments à exploser. Sauf qu'un jour, il va dans un des bâtiments qui devait exploser et il se rend compte qu'il y a des squatteurs. Donc il discute un peu avec eux. Eux, ils essaient de le convaincre de ne pas détruire le bâtiment. Lui, il est en mode, je suis obligé, vous devez partir. Ils expliquent qu'ils peuvent pas parce que voilà, ils vivent ici entre guillemets, que même s'ils partaient, les nuages toxiques qui se dégagent de l'explosion les empoisonneraient et ils mourraient jeunes, donc ça vaut pas la peine, etc. Donc évidemment John Milford il se dit mais non, ils vont partir à temps, ils sont pas bêtes, il leur donne l'heure. Le lendemain il détruit le bâtiment et puis voilà, on a tous vu la photo de la main de la petite fille qui sort des ruines. Donc évidemment John Milford il est traumatisé et il va inventer la désintégration. Bon, aujourd'hui tout le monde sait comment ça fonctionne la désintégration, ce serait un peu comme vous expliquer ce que c'est un VPN, mais à l'époque voilà, c'était une technologie qu'il fallait inventer et donc on suit un petit peu le parcours de John Milford. Alors je vous ai raconté le pitch, mais il y a fort à parier que vous ayez déjà vu Destructed, tout le monde a vu Destructed, et pour une fois a raison parce que c'est vraiment le chef-d'œuvre de Michael Bay. Rien que parce qu'il a fait ce film, on se dit qu'il a eu raison de passer le cap de la biochirurgie, quoi. Parce que bon, Michael Bay, on sait tous qu'est-ce qu'il a fait en début de carrière, c'était des gros navets, avec plein d'explosions. Et là, c'est vraiment la rencontre d'un auteur avec son sujet, quoi. C'est-à-dire que c'est un film sur les explosions, sur le pouvoir des explosions, sur les conséquences des explosions et sur comment on peut transcender les explosions. On a l'impression que c'est le film que Michael Bay rêvait de faire depuis le début de sa carrière, quoi. Donc évidemment, c'est hyper impressionnant en termes techniques, on va dire. Il y a des scènes d'action incroyables et en même temps, il y a des scènes très intimes, très touchantes, très, très belles. C'est vraiment un grand film. C'est vraiment un grand film de cinéma, Destructed. Et c'est sans doute celui qui... Bon, j'allais dire qu'il fera passer Michael Bay à la postérité. Ça fait un moment qu'il est à la postérité, Michael Bay. Ne serait-ce que parce que c'est un des quelques réalisateurs à avoir passé le cap de la biochirurgie. Le premier d'ailleurs, il me semble. Il me semble que c'était le premier à passer le cap. Lui ou James Cameron, je sais plus. Mais bref. En tout cas, ça valait vraiment le coup parce que c'est son chef-d'œuvre. En un mot commençant, c'est son chef-d'œuvre. Numéro 6 de ce top... Extra-conjugal de Clémence Audiard. Extra-conjugal, ça raconte l'histoire d'une bande d'amis qui tous les ans se retrouvent dans une grande maison bourgeoise pour faire un petit peu la fête et pour s'amuser tous ensemble. Ils sont une dizaine ou une douzaine, je crois. On se souvient pas de tous les personnages, je préfère l'annoncer. Et bref, il y a un des couples de cette grande réunion d'amis qui annonce qu'ils vont se marier et qui vont se mettre en couple exclusif. Et il y a énormément de gens de la bande d'amis qui comprennent pas cette décision. Parce que pour pas mal d'entre eux, l'exclusivité, c'est un des derniers reliquats du patriarcat. Et ils comprennent pas pourquoi cette bande d'amis qui ont pourtant la trentaine s'accrochent à ce truc-là, quoi. Et donc forcément, il y a tous les amis de cette grande coloc qui vont commencer à réfléchir sur leur rapport à l'exclusivité, à la non-exclusivité. Je vais pas vous mentir, quand j'ai vu le pitch du film, ça me paraissait pas mal rance comme idée. Ça faisait vraiment film réac en mode oh là là, ils ont déconstruit le couple, la sexualité, les non-exclusifs ils sont vachement sectaires, nanani nanana. Ça sentait la fumée. Et puis bon, quand il a gagné la Palme d'Or, je me suis dit bon, je suis peut-être mauvaise langue, je vais aller voir le film. Et effectivement, j'étais mauvaise langue parce que le film est beaucoup plus malin que ça. Il parle de notre rapport. En fait, il parle pas tellement de la non-exclusivité et de l'exclusivité, mais de notre rapport au couple, de notre rapport à nos partenaires et de notre rapport à l'exclusivité et à la non-exclusivité. C'est un film qui fait beaucoup plus réfléchir qu'il ne donne de leçons, entre guillemets. Je veux dire, c'est pas pour rien que le jury de Cannes a été dithyrambique sur le sujet, quoi. Je crois que de l'histoire du festival, c'est le deuxième film semi-pornographique à récupérer la Palme d'Or. Bon, après voilà, depuis quelques années, depuis la loi sur les TDS, à peu près, ça choque plus grand monde, je veux dire, à part
de 3 Wire et encore. Mais du coup voilà, le film est magnifique, les scènes de dialogue sont très touchantes, les scènes pornographiques sont très touchantes aussi, très belles, très esthétisées. On est vraiment dans la poésie, on est vraiment dans l'érotisme profond, on est sur un film vraiment beau et vraiment, encore une fois, malin et pas donneur de leçons. Et c'est ça, mine de rien, c'est ce qui me faisait peur et ce qui a fait peur à beaucoup de gens quand le film est sorti. Après voilà, ça reste quand même un film de gros richoux, un film un peu bourgeois, donc si vous habitez un peu loin de ces préoccupations-là, il y a un risque aussi que ça vous touche pas plus que ça, quoi. Moi-même, je l'ai vu avec des copains qui ont trouvé ça complètement hors sol. Mais moi, malgré tout, j'ai réussi à être touché par le film. Et puis, mine de rien, l'exclusivité, la non-exclusivité, ça parle à tout le monde. Numéro 5 de ce top, Révolte de Aziz Badineh. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Révolte? Bon, s'il y a des gens qui l'ont loupé, c'est le fameux documentaire sur les derniers manifestants d'Europe. Donc ça raconte l'histoire de la vingtaine de personnes, je crois, 20-25 personnes, qui se sont réunies pour manifester, j'allais dire presque une dernière fois. Ce qui est très intéressant dans le docu, c'est qu'ils ont vraiment tous des causes différentes. Il y en a, c'est des causes un peu réac, il y en a, c'est des causes plus sociale, on va dire. Mais du coup, forcément, aujourd'hui, à l'heure où la police tire à balles réelles sur les manifestants, il n'y a personne qui a envie d'y aller, quoi. Et puis manifester à 2 ou 3, est-ce que ça a vraiment un impact quelconque? Et donc, du coup, ça raconte les derniers jours de ces manifestants et leurs dernières manifestations. Et puis voilà, quoi, mine de rien, c'est le film qui a fait où est-ce qu'on en est actuellement aujourd'hui, quoi. Je l'ai pas mis plus haut parce que cinématographiquement, il est pas très intéressant. Et je pense pas que c'est un film... je pense pas que ce soit un très bon film en soi. En revanche, étant donné l'impact qu'il a eu sur notre société, c'est un film qui marquera l'histoire. Parce que c'est grâce à ça qu'on a eu le grand soulèvement populaire près de l'Elysée la semaine dernière. Je pense que ça va continuer dans les semaines, les mois, les années à venir. Je pense que ça va être très difficile, même avec la grosse répression d'aujourd'hui, d'éteindre ce feu-là. Donc je pense pas que ce soit un film qui va marquer l'histoire du cinéma, entre guillemets. Mais c'est un film qui rentrera dans l'histoire, ça c'est sûr. Numéro 4 du top, Qui veut récupérer des millions de Charles Pétillon et Abdel Afkar. Bon, il sera sans doute pas aussi haut dans un certain nombre d'autres tops de cinéphiles, mais moi forcément c'est un film qui m'a beaucoup parlé. Donc Qui veut récupérer des millions, ça raconte l'histoire de Kylian, chômeur, qui habite en milieu rural, donc forcément qui vit dans le dénuement et la misère. Et puis un jour, il découvre qu'il a gagné à Euromillions, donc forcément il est super heureux, sauf que en fait, il va falloir le récupérer ce prix. Et il va apprendre en contactant l'Européenne des Jeux pour récupérer son prix que il n'a qu'une semaine pour le récupérer, sachant qu'il faut forcément aller à la capitale pour récupérer le prix. Donc si vous êtes un peu un urbain, vous vous dites waouh, et alors? Sauf que quand on habite en milieu rural, c'est pas si simple que ça. Parce qu'évidemment, il n'y a pas internet, ni par câble, ni par les réseaux téléphoniques, il n'y a que le téléphone qui passe. Il n'y a pas de transport en commun qui desservent cette région-là, donc forcément, faut y aller en voiture, donc faut trouver une voiture. C'est des voitures évidemment qui roulent à l'essence, donc faut trouver de l'essence. Faut faire les... J'allais dire faut faire les brocanteurs, mais on en est presque là, franchement. Faut aller voir tous ses copains et récupérer des bouts de bidon dans les garages. Enfin bref, c'est la merde. Et en plus, une fois qu'on a la voiture, on n'est pas sorti d'affaire parce qu'il faut trouver quelqu'un qui sait la conduire. Parce que évidemment, qui dit pas de réseau internet par satellite, dit pas d'itinérance, pas de guidance, et donc impossible d'auto-guider la voiture. Donc il faut quelqu'un qui sache encore conduire, qui puisse conduire notre pauvre Kylian à l'Européenne des Jeux. Donc en fait c'est hyper compliqué. Et le pire c'est que alors qu'il est déjà en chemin, je vous spoil pas grand chose, c'est dans la première demi-heure du film, il se rend compte que c'est quelques jours plus tard, le vendredi, qu'il a son contrôle hebdomadaire d'Europe Travail pour vérifier qu'il est bien en train de chercher du boulot. Donc, il va devoir jongler avec les différents trucs, il va devoir élaborer des stratagèmes. C'est vachement marrant. C'est vachement marrant et puis surtout, c'est un film qui a vraiment compris les difficultés du milieu rural. C'est à la fois une comédie et une comédie sociale. Voilà, ça marche très très bien. Je vous en dirai pas plus sur le film parce que j'ai vraiment envie que vous le voyez. Là, j'espère que le pitch vous a un petit peu donné envie. Parce que c'est vraiment un film qui parle de moi, qui parle de nous, qui parle de ma famille, de mes amis. C'est vraiment un film à voir. Voyez-le. Bon, avant d'entamer la suite de notre top, on va passer au flop 3. Alors très sincèrement, des mauvais films, c'est pas ce qu'il a manqué. Entre Alien of the Dead, Kaamelott 3e volet, 2010 l'année de la saucisse et le remake d'Inception,
On a été gâtés, mais j'ai décidé quand même d'en garder 3 qui pour moi sont vraiment au-dessus du lot ou plutôt en dessous. Le flop 3, c'est Trop bon trop con de Quentin Dupieux et Fab Caro. Quentin Dupieux et Fab Caro, c'est deux réalisateurs qui ont eu leur moment de gloire, mais aujourd'hui en 2057, ça fait vraiment film de vieux con. Donc Trop bon trop con, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui présente son gendre à ses parents. Au début, les parents sont ravis parce que leur beau-fils est adorable, hyper gentil, hyper serviable. Et en fait, trop gentil, trop serviable. Et en fait, ils le trouvent pénible. Parce que, voilà, il est trop gentil, il fait tout ce qu'on lui demande. Alors au début, ils vont un peu le tester, ils vont lui dire « Ah, fais ci, fais ça, et tout. » Et le mec va le faire. Et petit à petit, ils vont chercher à se débarrasser de lui parce que ils le trouvent insupportable. Alors, Quentin Dupieux et Fab Caro, c'est deux réalisateurs dont j'aime beaucoup les anciens films, entre guillemets, mais depuis quelques années, c'est vraiment devenu un cinéma de vieux con. Et moi, ça me pose problème qu'en 2057, on continue de se moquer de la bienveillance. Vraiment, je veux dire, un film qui se moque d'un héros gentil... Quel intérêt, quoi. Je sais qu'il y a le côté humour absurde et tout, mais... Pour moi, ça marche pas du tout parce que à la fois les gags sont trop terre à terre et en même temps ils sont poussifs, ils sont parfois à la limite du compréhensible. C'est vraiment pas marrant, c'est raté et encore une fois, moi c'est le message que je trouve moyen. Alors les gens vont dire t'as rien compris, c'est de l'humour absurde, il y a pas de message, mais pour moi il y a un message et il est pas bien. Et c'est pas un bon message à transmettre. Numéro 2 de ce flop, c'est Yolocauste de Philippe de Chauvron. Alors oui, chez tout le monde il y a numéro 1, mais j'ai trouvé un autre film à mettre numéro 1. Vous découvrirez lequel. Donc Yolocauste, évidemment, la grande fresque raciste, antisémite et horrible de Philippe de Chauvron. En soi, le film est moins connu que son enfer du développement. C'est-à-dire que ça fait quand même 10 ans qu'il est en gestation, ce film. Parce que mine de rien, les films de Philippe de Chauvron, voilà, la société a évolué, le public aussi, et forcément, lui non. Donc ces films ont attiré de moins en moins de gens. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même les fachos étaient en mode « Non mais attends, tu te fous de notre gueule, Philippe, on ressemble pas à ça quand même, faut pas exagérer, faut pas déconner, c'est caricatural, etc. » Donc même eux ont fini par se désintéresser de ces films. Et du coup, voilà, son grand projet, le projet de sa vie, comme il dit, Yolocauste, la grande fresque historique avec des bobos parisiens véganes qui traitent tout le monde de nazis et qui vont se retrouver téléportés en pleine Allemagne nazie et qui vont finir par relativiser en disant « Ah, les nazis, finalement, nanani, nanana. » Bon, bref, personne voulait le produire, ce film. C'est-à-dire qu'à la base, il y avait Ring qui produisait le truc, et puis évidemment, le jour où ils ont fait faillite, il n'y avait plus personne. Le film il était à moitié produit, à moitié filmé. Philippe de Chauvron a dû aligner les derniers bifetons lui-même. Il s'est endetté pour terminer son film. Il a fini son film en 2054. Sauf que personne voulait le distribuer. Il est allé jusqu'à supplier tous les distributeurs de distribuer son film en salle. Évidemment, personne voulait diffuser une telle merde. Et donc finalement, ça s'est réglé cette année. Il a payé lui-même, il a donné des sous à Amazon Prime pour qu'il figure sur leur catalogue. Évidemment, il y a été placé en catimini, etc. Mais... les réseaux sociaux ont amené le défi de qui tiendra le plus longtemps devant le film. Alors je le dis tout de suite, moi j'ai tenu un quart d'heure. Après je suis allé dégobiller et puis voilà, j'ai cramé mon PC. Voilà, c'est irregardable même d'un point de vue cinématographique. C'est moche, c'est mal filmé et puis voilà, c'est horrible comme film. C'est vraiment horrible. Je sais que je devrais pas dire ça parce que ce jour-là j'ai chargé d'autres films. Mais putain, quand je pense que j'ai payé 100 balles d'essence pour aller en ville pour télécharger un film comme ça... Je vais pas vous mentir, j'ai la turbo colère. Mais j'ai eu la chance de charger d'autres films comme Demain à nouveau, dont on parlera tout à l'heure. Ah mais la cassette est finie. Voilà, c'est bon. Bon, du coup, quel film est flop 1, me direz-vous? Eh ben, le flop 1, c'est Morbius vs Joker. Pourquoi le mettre flop 1, me direz-vous? Eh ben, c'est parce que c'est un film qui incarne tout ce que je déteste. Bon, déjà, c'est un film tiré de comic books. Et on est plus en 2020, quoi. À un moment, faut grandir. En plus de ça, bon, faire jouer des acteurs morts... Je veux dire, sérieux, les gars? Il me semble que John vs John nous avait mis un petit peu tous d'accord. Il me semblait que quand on avait vu John Wayne et John Lennon se lancer des coups de pistolet laser, on s'était tous dit « Ok, plus jamais ».
D'ailleurs, même les studios se le sont dit. Mais non, Sony SNES s'est dit, tiens, si on faisait un petit peu ce défi-là, si on faisait s'affronter Jared Leto et Jared Leto avec les deux personnages les plus détestés. Et c'est aussi ça, la troisième raison qui fait que je l'ai mis flop 1. Se moquer des trucs nuls. Encore une fois, les gars... Sérieux? Mais ça fait plus rire que les Wayards de se moquer des trucs nuls. Réveillez-vous les mecs, le siècle de l'autodérision il est derrière nous. Je dis les mecs pour parler à Sony SNES, pour parler à la génération Y qui a applaudi ce film. À un moment, voilà, faut voir des bons films. Faut arrêter de dire ah regardez ce film il est nul, c'est comme taper un enfant. D'où c'est drôle. D'où c'est drôle. Donc voilà, moi pour moi Joker versus Morbius, il incarne tout ce que je déteste. C'est-à-dire vraiment un film de super-héros nul, donc tout le monde rigole en mode oh là là, qu'est-ce qu'il est nul, avec des acteurs morts. Pour moi, c'est le summum de ce qu'il faut plus faire aujourd'hui. Et en vrai, il n'y a que Sony SNES qui a voulu tenter ce pari-là. Bon voilà, en plus il a bidé, donc j'espère que ça leur passera l'envie de recommencer. En fait, ce film me met en colère, c'est pour ça que je l'ai mis flop 1. Le film me met en colère. Mais bref, trêve de colère, on va passer enfin au top 3. Numéro 3 de ce top, c'est évidemment Perdu sur Terre, le film d'animation franco-japonais de Hélène Perrin. Alors Perdu sur Terre, ça prend place aujourd'hui aux États-Unis, où subitement un corps céleste apparaît dans le ciel. Non, c'est pas des extraterrestres, c'est des spationautes humains. Des spationautes humains qui auraient été envoyés dans le plus grand secret dans les années 90 par les gouvernements du monde entier pour essayer de trouver de la vie ailleurs, sur d'autres planètes, dans l'espace. Le film est divisé en 3 parties qui parfois se mélangent et parfois sont très distinctes. Ça dépend vraiment des moments. Dans la première partie, tu as les différentes autorités mondiales qui essayent de se renseigner pour savoir si c'est vrai, parce que mine de rien, voilà, c'était il y a 60-70 ans. Tous les gens qui ont participé à ce truc sont morts depuis, donc les gens essayent de savoir si c'est vraiment vrai. Les documents ont disparu, à l'époque c'était du papier, etc. Bon bref... c'est la merde. La deuxième partie, donc, c'est les spationautes qui racontent leur voyage, les différentes espèces qu'ils ont rencontrées, le fait qu'à chaque fois qu'ils trouvaient une planète cool, ben, le temps de faire l'aller-retour, elle aurait disparu, ou alors c'était une atmosphère pas respirable, mais tout le monde était super sympa. Ils ont ramené quelques graines, quelques plantes, voilà, mais rien de concret. Et puis donc, la troisième partie, bah, c'est les spationautes qui reviennent sur Terre et qui essayent de se réacclimater à la nouvelle société, entre guillemets. Donc évidemment, ça donne lieu à quelques situations un peu comiques. Déjà, ils n'arrêtent pas de répéter qu'ils sont cosmonautes américains, donc il faut leur rappeler à chaque fois qu'on dit plus américain depuis que l'Amérique du Sud s'est développée. Et puis du coup, finalement, là, je vais spoiler, donc n'hésitez pas à avancer de quelques minutes si vous voulez pas avoir la fin du film. Bah finalement, ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire sur Terre. Est-ce qu'ils vont essayer de s'acclimater à cette nouvelle société dans laquelle ils sont pas à leur aise? Parce qu'évidemment, si on les a envoyés eux, c'est qu'ils n'avaient pas de famille, pas d'amis, pas d'attache. Donc forcément, ils rentrent, il n'y a rien pour eux, littéralement. Il y en a plusieurs qui envisagent de mettre fin à leur jour, hein, de manière légale, encadrée par le gouvernement, tout ça, hein. Et puis finalement, bah, la fin est assez poétique parce qu'ils décident de retourner dans l'espace. Donc en sachant pertinemment qu'ils reviendront pas sur Terre et que sans doute ils mourront là-bas malgré la cryostase. Et puis bah, finalement toute la Terre s'y met pour rassembler l'énergie qu'il faut pour les renvoyer dans l'espace où ils termineront leur jour là où ils ont toujours vécu, entre guillemets. Alors bon, ça surprendra personne, mais le film est magnifique. C'est vraiment tous les talents de la France et du Japon qui se retrouvent magnifiés dans ce film. La fin est très poétique avec donc le message sur la fin de vie et puis les graines qui tombent au sol et puis qui commencent à pousser. Il y a un très beau message. C'est un film qui m'a vraiment mis les larmes, quoi. C'est un film à la fois fataliste et en même temps plein d'espoir. En plus de ça, la musique est magnifique. C'est, je crois, la dernière partition de Amin Bouafa avant qu'il prenne sa retraite. Et enfin voilà, c'est vraiment formidable. Si vous avez l'occasion de le voir, je sais plus sur quelle plateforme il est. Je crois qu'il est sur Salto. Enfin bref, n'hésitez pas à le voir parce que c'est vraiment pour moi un des récents chefs-d'œuvre de l'animation. Bon, parfois il y a quelques longueurs, il y a quelques personnages un petit peu relous. Typiquement le mec qui rappelle, non, états-unien. Au début il est marrant, à la fin il est relou. Mais ça reste quand même un grand film, un beau film magnifique. Et un des derniers bijoux de l'animation dessinée en Europe. Vraiment, c'est beau.
Il n'y a pas à dire, c'est beau. Numéro 2 de ce top, Battle Royale de Quentin Tarantino. Évidemment, Battle Royale de Quentin Tarantino, évidemment. Et là, pour le coup, sur ce film, il y a vraiment plein de choses à dire. Alors, vous connaissez tous l'histoire, hein, c'est un grand classique du cinéma japonais des années 2000. La Toei a mis en chantier un remake. Tarantino, qui est un giga fan du film d'origine, a profité de sa biochirurgie pour faire du forcing, pour qu'on l'autorise à réaliser lui-même le remake et à lui donner carte blanche. On lui a donné carte blanche, et puis voilà, le résultat, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Ce qui est très intelligent dans ce remake, entre autres, c'est que l'histoire est réadaptée à notre contexte actuel. Donc c'est pas le Japon fin des années 2000 où la délinquance a atteint un potentiel critique. Donc le film se passe de nos jours dans une école privée extrêmement chère. Et donc forcément, qui dit école privée, dit élèves indisciplinés, malpolis, qui parlent mal aux profs, qui se croient tout permis, qui de toute manière se disent qu'ils ont déjà leur place dans la société, qu'ils n'ont pas besoin d'étudier. Ils ont un comportement de merde, c'est une classe à problème, entre guillemets. Et en fait, le professeur en a tellement plein le cul qu'il décide de donner une leçon à la fois à ces jeunes et à l'humanité en disant, bah voilà... il devait partir en voyage scolaire aux Seychelles en avion, on va détourner l'avion, on va les faire s'écraser sur une île déserte, on dira aux médias qu'ils sont morts, et puis on va organiser un Battle Royale en vrai. Du coup voilà, les 40 élèves sont réunis sur une île qui a été vidée de ses habitants, et donc ils doivent s'entretuer en sachant pertinemment que le vainqueur deviendra le nouveau proviseur de cette école, donc un poste très prestigieux et très... bien payé. Vous l'aurez compris, le film est réadapté à nos angoisses modernes. Tarantino a très bien compris le monde dans lequel on vit. Évidemment, il y a les élèves bourgeois qui sont sans scrupules, sans morale, et voilà, qui vont s'entretuer. Il y a ceux qui ont un minimum de respect, ne serait-ce que pour leurs amis, leurs camarades. Et puis il y a les élèves boursiers, évidemment, qui luttent depuis des années dans cette école pour survivre. Et eux, évidemment, ils ont envie de mériter leur place et de traverser le plafond social, entre guillemets. Alors je sais, ce que beaucoup de gens ont dit, le film dure 6 heures. Ça aurait pu sortir en mini-série Salto. D'ailleurs, c'est pas impossible qu'il ressorte, genre l'an prochain, en mini-série Salto. Mais pour moi... c'était la meilleure chose à faire. C'était la meilleure chose à faire qui dure 6 heures et qui sorte au cinéma, et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, qui dure 6 heures, c'est très bien parce que le film, à ce niveau-là, prend le contre-pied du film d'origine. Le film d'origine, et c'était son plus grand défaut, il avait un héros. Et du coup, dès le début du film, on savait que ce héros-là, il allait survivre. Et on se disait pas peut-être que les autres élèves ont une chance. On se contentait de les voir mourir les uns après les autres d'une très belle manière et de manière très grandiloquente et grand guignolesque et tout ce que vous voulez, mettez tous les adjectifs que vous voulez, mais on s'attendait quand même à les voir mourir. Là, ce qui est très amusant dans la démarche de Tarantino, c'est qu'on commence en suivant un élève. C'est celui qu'on suit le plus, donc au début du voyage, dans l'avion, etc. Il discute avec ses copains et tout. Et en fait... je vous spoil pas, c'est encore une fois dans le premier quart d'heure du film, première demi-heure, je sais plus, bref. C'est le premier à mourir. Donc forcément, dès le début, Tarantino il redistribue les cartes, il dit vous vous attendiez à ce que ça tourne comme ça tournera pas comme ça, vous inquiétez pas. Et mine de rien, ça c'est beau. Ça c'est très beau. Et du coup 6 heures, ça nous laisse le temps de nous attacher à tous les personnages, de les voir vivre, de les voir survivre, de les voir tenter de survivre, et surtout de les voir réussir ou rater. Je vais pas vous dire ce qui se passe dans le film, évidemment, et c'est un petit peu là où je veux en venir, mais on a le temps de s'attacher à chaque personnage, et du coup chaque perte de personnage est un pincement au cœur. Chaque mort est un vrai déchirement parce que c'est un personnage qu'on a eu le temps de voir survivre. Et du coup, c'est là où je voulais en venir. C'était très important de voir ce film au cinéma. Et d'ailleurs, il est toujours à l'affiche dans certains cinémas. Je sais que ça coûte cher, etc. Mais franchement, allez le voir au cinéma. Déjà, il dure 6 heures, donc vous en aurez pour votre argent. Hein, c'est un bon investissement. Cela, si on calcule au prix à l'heure... on atteint presque le tarif des années 20-20, quoi. Mais en plus de ça, c'est un film qui rappelle l'importance d'une salle de cinéma. Je l'ai vu dans une grande salle, on était 500 spectateurs, et en fait, j'ai senti le cœur des spectateurs vibrer à l'unisson. J'ai senti le public retenir sa respiration dans les moments de doute, de tension. J'ai senti le public frémir, frissonner, parfois chuchoter dans des scènes... difficile, compliqué. J'ai entendu les gens pleurer sur les scènes tristes, fortes, touchantes, émouvantes.
En fait, ce film, il rappelle l'importance des salles de cinéma. Les salles de cinéma, c'est pas des technologies à la Mormon Shift, c'est pas des 5DX, 6DX, c'est pas la taille de l'écran, c'est pas le... C'est ce que certains m'ont dit, hein, quand j'ai parlé du film, ils m'ont dit ouais mais aujourd'hui avec nos téléphones, bon on peut voir nos films sur un super écran, etc. Organiser un truc avec nos copains, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'aller voir le film en salle, dans une salle? Eh ben oui, justement. Parce que c'est la communion le cinéma, c'est pas la technologie, c'est pas la taille de l'écran, c'est même pas le système son à vrai dire, ça joue mais ce qui est important dans une salle de cinéma c'est la communion. J'ai vu 500 personnes suivre des personnages, les voir vivre et mourir. Et je vous jure, c'est une expérience c'est une expérience tellement forte en fait. C'est une expérience tellement puissante en fait. C'est pour ça qu'il faut pas laisser mourir le cinéma. Je vous jure, essayez d'aller voir Battle Royale. Évidemment, n'allez pas voir Vol au-dessus d'un nid de couscous, n'allez pas voir Happy Suicide, allez voir des grands films comme Battle Royale. Allez vibrer à l'unisson avec d'autres spectateurs. Je vous jure, c'est un truc que Prime ou Salto n'arrivera jamais à reproduire. C'est un truc... C'est ça qui fait le cinéma. En un mot commençant, c'est ça qui fait le cinéma. Battle Royale est un de ces films qui rappelle pourquoi c'est important de continuer d'aller en salle. Et de pas tout regarder sur les plateformes de streaming. Il est temps maintenant de passer au numéro 1 et après ce grand discours enflammé où vous dites oui bon, il n'y a qu'un seul film qui était meilleur que tout ce que tu viens de citer dans Battle Royale cette année. Et oui, sans surprise, il est numéro 1. Le numéro 1, c'est Lambda, le blockbuster indien de Ram Charan. Lambda, ça raconte l'histoire d'un agent du gouvernement dont le travail est de surveiller nos données personnelles qui sont récupérées sur nos applis, etc. Évidemment, aujourd'hui, on donne tous nos données personnelles, on accepte tous les cookies parce que c'est beaucoup trop important d'avoir les offres promotionnelles individuelles d'Amazon. En période de crise, c'est devenu indispensable pour survivre. Et du coup, bon... J'imagine que vous le savez parce que c'est cousu de fil blanc, mais ces données-là sont aussi partagées par les gouvernements pour vérifier les menaces terroristes. Généralement, les gens qui refusent de donner leurs données, bah, c'est des terroristes qui veulent organiser des attentats. Du coup, ils sont automatiquement mis sous surveillance, etc. Et donc, le film raconte l'histoire de Anil, qui est agent du gouvernement, et à qui, un jour, on confie le dossier d'un mec qui ne partage pas ses données personnelles. Donc, évidemment, Anil, il va observer, il va vérifier un petit peu les données à risque, entre guillemets, les trajets, etc. Parce qu'évidemment, hein, il y a des données qu'on est obligé de partager, les trajets en voiture, ce genre de choses. Et du coup, en vérifiant toutes ces données-là, ben, Anil, il va se rendre compte que c'est un mec, a priori, plutôt standard, plutôt lambda, d'où le titre du film. C'est-à-dire que le matin, il fait maison, école, école, boulot, boulot, école, école, maison. C'est plutôt la vie d'un père de famille. Donc il va essayer de comprendre c'est quoi le problème, il va le surveiller d'un peu plus près, le suivre, et puis un jour, voilà, dans un café, il va lui renverser du café dessus, ils vont pas faire gaffe, etc. Ils vont être obligés de communiquer, ils vont se lier d'amitié parce que, bah voilà, Anil, il va se rendre compte que ce mec, Tarak, eh ben, il a rien d'un terroriste, c'est juste un mec lambda qui vit sa vie de mec lambda, qui a une femme, qui a un fils et une fille et qui a une vie peinard. Donc forcément, un jour, Anil, il lui demande pourquoi tu partages pas tes données, tu pourrais avoir les promos individuels d'Amazon. Et Tarak, il explique que c'est une question de principe, c'est une question de valeur, c'est un petit peu suranné, mais c'est comme ça qu'il voit les choses, lui. Il veut pas que le gouvernement, il veut pas que les entreprises individuelles sache en permanence tout ce qu'il fait, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il dit. Du coup, forcément, Anil va raconter ça au service secret en disant bah voilà, c'est juste un mec. Et les services secrets sont en mode d'accord, mais maintenant que vous êtes liés d'amitié avec lui, essayez de le convaincre de donner ses données. Parce que le jour où il y a un attentat terroriste, mécaniquement, il sera sur la liste des suspects. Et vous vous en doutez, c'est un jour ce qui arrive. Il y a une bombe qui explose dans une mosquée. On soupçonne immédiatement tous ceux qui n'ont pas partagé des données personnelles. Tarak est dans l'eau et du coup Anil va être obligé de lui dire bah voilà, je t'ai menti, je suis agent du gouvernement. Tarak va se sentir trahi, mais voilà, Anil va essayer de le convaincre d'expliquer via ses données personnelles, enfin voilà. Donc voilà, Lambda, c'est le blockbuster indien de l'année qui tape dans le mille comme à chaque fois.
c'est juste fou, c'est juste formidable. Il y a de l'action, il y a de l'aventure, et puis surtout il y a une histoire d'amitié, une histoire sincère d'amitié qui est touchante et qui va être mise à mal par les épreuves de la vie, par le contrôle gouvernemental. Évidemment c'est un film qui a un message, c'est ambitieux, c'est sincère, bref c'est tout ce qu'on trouve habituellement dans le cinéma indien, qui prouve une fois de plus que c'est le meilleur, quoi. Il donne des leçons à tous les autres. Vraiment, avec ce film, V5 donne une leçon de cinéma à tous les studios de la Terre, à Disney, à Warner, à Gaumont, à tout le monde. Il prouve que ils ont compris le cinéma mieux que tout le monde, qu'ils ont su le faire évoluer, qu'ils ont su le faire grandir. Je veux dire, cette année, Disney a sorti des films utopiques, leur filiale Sony Disney a sorti Joker versus Morbius, et à côté, V5 sort Lambda. Je veux dire, il n'y a rien d'autre à dire. C'est parfait. C'est ce qu'on attend d'un film. C'est 3 heures de pur bonheur. Je sais pas quoi vous dire de plus. Il est très probable que vous l'ayez vu. Et si vous l'avez pas vu, c'est que vous avez encore des a priori d'un autre temps. Alors lâchez tout ça. Foncez, engloutir, rattrapez votre retard de cinéma indien, de blockbuster indien. Et voyez Lambda, qui est indéniablement le meilleur film de l'année 2057. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes un ancien abonné de mon père encore, qui suit encore YouTube en 2057, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez des nouvelles de mon père, ça fait quelques années maintenant qu'il n'est plus de ce monde. Rassurez-vous, il est parti dans de très très bonnes conditions, c'était un projet de longue date. Depuis que l'aventure YouTube s'est arrêtée pour lui, la vie était devenue de plus en plus difficile. Elle est difficile pour tout le monde, hein, on va pas se mentir. Mais les gens qui ont travaillé toute leur vie sur YouTube, c'est pas ceux qui arrivent le mieux à se retrouver une vie professionnelle. Disons que YouTubeur, c'est pas la formation la plus facile à valoriser aujourd'hui en 2050. Et en même temps, il n'avait vraiment pas envie de retourner là-bas, quoi, parce que YouTube, ça s'était vraiment très mal terminé pour lui. C'est très mal terminé pour tout le monde, YouTube. Hein. Moi, ça va, je poste une vidéo comme ça pour le plaisir, pour faire marrer mes potes, mais YouTube redeviendra pas la plateforme qu'elle était dans les années 2010, 2020. Quoi. Enfin, je dis ça, on va savoir, je peux pas prédire le futur. Mais du coup, voilà, il a demandé l'aide au gouvernement. On a eu quelques mois de vacances, on est parti à la mer, à la montagne. On s'est dit les choses qu'on avait à se dire, entre guillemets. Il a réglé quelques petits problèmes administratifs, histoire de pas nous laisser dans la merde. Et puis voilà, il nous a quittés dans le calme et la sérénité. Et mine de rien, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est quand même ce qu'on peut souhaiter de mieux à tout un chacun. Voilà, encore une fois, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je pense pas que j'en publierai d'autres. Non, encore une fois, c'est un petit peu pour tester si le système fonctionne encore et pour faire marrer mes potes. Il ne me reste plus qu'à vous dire à plus sur Vénus. Et à bientôt. Ciao! Voilà, voilà. Hop là. T'as bien coupé le truc? Non, je disais, t'as bien coupé. Presque historique du film. Tout ça mêlé au numéro de danse, encore une fois, le Natou dans la salle. Tout le monde était complètement extatique, quoi. Et en fait, on peut synthétiser tout ça en disant, en rappelant, c'est un truc qui me choque à chaque fois que je vois un blockbuster indien, mais vraiment pour moi c'est une évidence. Le cinéma indien croit en ce qu'il nous montre. Quand t'as des gros malins sur les réseaux sociaux qui viennent te dire « Oh, le cinéma indien, c'est complètement what the fuck !» Ils ont rien compris, juste ils ont accepté le cynisme des blockbusters MCU et ça me désespère. RRR ne cesse jamais de croire en ce qu'il raconte, il se sent pas obligé d'expliquer, il se sent pas obligé de faire une blague sur le fait que c'est over the top. Non, simplement, c'est ça, c'est l'histoire qu'il veut raconter, c'est la manière qu'il a de le raconter et il le raconte comme ça et c'est à prendre ou à laisser. Et c'est ça qui me plaît à chaque fois que je vois un blockbuster indien et pour moi RRR c'est vraiment la consécration de ça. Typiquement l'exemple qui me vient tout le temps en tête à ce niveau-là c'est une scène où Bim il arrête une moto avec son bras, il prend la moto, il la prend par la roue avant, il donne un grand coup de moto à un colon britannique et à chaque fois que je repense à cette scène je me dis dans un film genre Fast and Furious ou un truc comme ça, t'aurais un comic relief qui apparaîtrait pour dire j'ai rêvé où il vient de donner un coup de moto à ce mec. Vous avez déjà vu ça dans les Fast and Furious, genre oh là là, est-ce qu'on est vraiment en train de rouler sur un sous-marin? Oh là là, est-ce qu'on est vraiment dans l'espace? C'est pas obligé de commenter l'action. L'action est déjà, comment dire? Pour moi, la commenter, c'est genre t'y crois pas. T'y crois pas ou alors t'as peur que le spectateur n'y croit pas.
Et le truc, c'est qu'en Inde, ils ont pas du tout ce genre de complexe. Pour moi, c'est vraiment un bonheur, c'est un pur bonheur de cinéphile, et c'est pour ça que RRR, bah, c'est mon numéro 1, quoi. J'aimerais tellement que le blockbuster indien se taille une place plus grande dans le cinéma mondial. Je me dis que le fait que RRR soit sur le Netflix US, peut-être que c'est un premier pas qui va peut-être faire changer les choses dans les années à venir. Je sais pas, c'est trop compliqué à dire, mais j'aimerais vraiment que les blockbusters indiens soient plus représentés. Mais mine de rien, je commence déjà à l'observer. Je suis en mode j'aimerais bien, etc. Mais je commence déjà à l'observer. Parce que j'ai parlé de RRR il y a pas très longtemps à un collègue vidéaste. Je lui ai dit, pour moi, mon film de l'année, a priori, c'est RRR. Et il m'a dit, ah putain, je l'ai pas vu. Mais il voyait de quel film je parlais. Et je me suis dit, putain, il y a 5 ans, quand j'expliquais aux gens que mon film de l'année, un de mes films de l'année, c'était Aïe, les gens, ils étaient en mode, c'est quoi? Je disais, c'est un blockbuster indien. Ils étaient en mode, blockbuster indien? Et là, j'ai l'impression que RRR, il a acquis plus vite une légitimité. Et puis, assez régulièrement, sur Sens Critique, sur d'autres sites, j'ai vu des commentaires disant « Ouais, c'est le film de l'année, etc. » Il y avait plus de 5 personnes à l'avoir vu, entre guillemets. Et j'y repense, mais il y a toujours ce truc qu'on me dit à propos du cinéma popcorn. Quand on me parle du dernier blockbuster, du dernier MCU, ce genre de truc, et qu'on me dit « Bah, voilà, on y va pour le spectacle et tout. » Et on n'en demande pas beaucoup plus. Ben, pour moi, on devrait exiger d'un blockbuster MCU et compagnie ce que RRR propose. Parce que RRR propose du spectacle, du plaisir des yeux, du épique, tout ça. Tout ce que tu demandes d'un blockbuster popcorn. Si tu veux venir avec du popcorn devant RRR, vas-y. Mais au moins, il croit en ce qu'il te montre. Il te le montre avec audace et sincérité. Et j'ai l'impression de dire en boucle le même truc depuis 20 minutes, donc j'ai arrêté. Mais voilà, pour moi, c'est important qu'il y ait ce cinéma-là. Et j'aimerais vraiment que tous les blockbusters modernes, on va dire, ressemblent à RRR. Et c'est pour ça que c'est mon numéro 1. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce top. Si vous voulez voir un making-of de cette vidéo, je vois pas vraiment quel intérêt il y aurait, mais c'est disponible pour les tipeurs, ceux que ça intéresse. Moi, de mon côté, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo, peut-être faire un petit point sur la chaîne, etc. Je vous tiens au jus dans l'espace communauté et tout, on se débrouille, Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!